Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui, je crois, nous touche toutes et tous au quotidien. Dans une discussion, face à un discours, comment on fait la différence entre un argument qui tient la route et une illusion bien ficelée? Bonjour, c'est une question absolument essentielle. On va explorer ensemble ce qu'on pourrait appeler un véritable art de la défense intellectuelle. Les sources qu'on a pu analyser pour cette discussion décortiquent toute une série de stratagèmes, les sophismes, qui sont conçus pour persuader, mais sans jamais avoir à prouver quoi que ce soit. D'accord, donc l'idée, c'est pas juste de faire une liste, hein, Non? c'est plus de se construire une sorte de boîte à outils pour l'esprit critique. Exactement. Apprendre à repérer ces mécanismes, c'est se donner les moyens de voir plus clair dans les discours des autres, et puis il faut être honnête, parfois dans nos propres raisonnements aussi. Absolument. C'est une démarche d'hygiène mentale, en quelque sorte. Et c'est vraiment au cœur de ce qu'on essaie de faire dans notre café philosophique. D'ailleurs, si cette exploration vous semble utile, la partager, c'est vraiment le meilleur moyen de contribuer à un dialogue public un peu plus sain, un peu plus lucide. Alors, entrons dans le vif du sujet. Parfois, le piège le plus efficace, c'est celui qui empêche même le débat de commencer. Comment ça fonctionne, ça Il y a des techniques redoutables pour ça. On pourrait les regrouper sous l'idée de construire une forteresse autour d'une affirmation. La première, et la plus subtile, c'est de barrer la route à tout raisonnement logique. On formule une idée de telle manière qu'elle ne peut, par définition, jamais être fausse. Vous avez un exemple concret? Parce que là, ça semble presque magique. L'exemple classique, c'est celui de la prière. Une personne dit « Si ma prière est exaucée, c'est une preuve de la miséricorde divine. D'accord. Si elle n'est pas exaucée, c'est une preuve de la sagesse divine qui sait ce qui est bon pour moi. » Vous voyez le mécanisme? Oui, oui, je vois. Quoi qu'il arrive, la conclusion est la même. Dieu est miséricordieux et sage. Il n'y a aucune issue possible pour une analyse critique. C'est fascinant. C'est un cercle parfait qui s'auto-valide. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que ça dépasse largement le cadre de la religion. Ah oui, bien sûr. Je pense à certaines théories du complot. Si les médias n'en parlent pas, c'est la preuve qu'ils sont complices. S'ils en parlent pour le nier, c'est la preuve qu'ils essayent de couvrir l'affaire. C'est la même logique fermée. C'est exactement le même principe. Toute preuve contraire est immédiatement réinterprétée pour devenir une confirmation du système. Et c'est incroyablement frustrant pour la personne qui essaye de discuter, parce qu'on ne s'attaque plus aux faits, mais à la structure même du raisonnement qui est blindée. Complètement. Une autre technique, c'est de dire la raison ne peut pas tout expliquer. Ouvrez votre cœur et vous sentirez que c'est vrai. Là, on disqualifie l'outil même du débat, la raison, au profit d'une intuition invérifiable. Et j'imagine qu'il y a des manières plus directes, peut-être plus agressives, de clore la discussion. Absolument. On a le fameux sophisme du même un écolier sait que. Ah oui, celui-là. On présente une idée qui est souvent très discutable comme une évidence absolue. Par exemple, il est évident pour tout le monde que notre pays était obligé d'intervenir militairement. Ou sur un plan plus personnel, on entend parfois, même un enfant comprend que les amours de jeunesse sont un frein au développement. Voilà, Et là, l'objectif est différent, il n'est plus logique, il est social. on cherche à faire honte en fait. Si on ose questionner l'évidence, on n'est pas seulement en désaccord, on est ignorant, on est naïf, on n'a rien compris. Qui va oser être celui qui ne sait pas? Personne? Ou presque. Ces deux techniques sont comme les douves et les remparts de la forteresse. La première la rend logiquement imprenable, la seconde la rend socialement intouchable. Dans les deux cas, le dialogue est mort avant même d'avoir commencé. D'accord. Donc une fois qu'on a réussi à déjouer ces tentatives de clore le débat, la discussion peut enfin commencer. Mais j'imagine que là, l'attaque change de nature. On ne s'en prend plus à la logique, mais à la personne. C'est une tactique très très courante. Si on ne peut pas attaquer le message, on attaque le messager. Et la technique la plus sournoise, c'est celle d'empoisonner le puits. Empoisonner le puits, c'est une attaque préventive en quelque sorte. Précisément. L'idée est de discréditer une personne ou un groupe avant même qu'ils aient pu parler. Comment ça? Imaginez un politicien qui déclare à la tribune « À l'exception des traîtres à la nation, tout le monde soutient cette nouvelle loi Maintenant, si vous prenez la parole pour critiquer la loi, dans quelle catégorie venez-vous d'être instantanément rangé? » dans celle des traîtres. C'est redoutable. Le débat n'est plus du tout sur la loi, mais sur ma loyauté. Ça me fait tout de suite penser aux habits neufs de l'empereur, c'est un cas d'école. Ah oui, tout à fait. Les tailleurs disent que seuls les idiots et les incompétents ne peuvent pas voir le tissu. Qui va oser dire « je ne vois rien » et admettre publiquement son incompétence? C'est la plus célèbre illustration de ce sophisme, oui.
Au fond, cette technique transforme un débat d'idées en un test de loyauté. La question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?», mais « es-tu avec nous ou contre nous ?» C'est du chantage social, ce n'est pas un argument. Et il existe une version, disons, positive de cette manipulation, c'est de poser un piège par la flatterie. Ah, la version douce. C'est le fameux « toi qui es si généreux, tu peux bien me prêter un peu d'argent ». Exactement. Ou alors, un bon citoyen est celui qui accepte les décisions du gouvernement sans discuter. On vous attribue une qualité désirable, la générosité, le civisme, mais à la condition implicite que vous acceptiez la proposition. Donc si on refuse, on renie cette qualité qu'on vient de nous attribuer. Voilà. Dans les deux cas, empoisonnement ou flatterie, on est sorti du domaine des idées pour entrer dans celui de la manipulation de l'image sociale. Bon, alors imaginons qu'on arrive à dépasser tout ça. Le débat est ouvert, on ne s'attaque pas aux personnes, on arrive enfin au cœur du sujet, la preuve. Mm. Mais j'ai le sentiment que là aussi, il y a des illusions d'optique. Énormément. C'est là que se joue une grande partie de la manipulation. Le cas le plus courant, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Le principe de base d'un débat sain, c'est simple. C'est à celui qui affirme quelque chose de le prouver. Par exemple, la vie après la mort existe. Très bien. Prouve-le, c'est ça l'idée. Oui. Mais le sophisme consiste à retourner la situation. À la demande « prouve-le », la personne répond « et toi, peux-tu prouver que ça n'existe pas ?» Ah oui, la défausse classique. C'est une manœuvre de défausse. Il est souvent impossible de prouver une absence universelle. Je ne peux pas prouver qu'il n'existe pas de licorne rose invisible quelque part dans l'univers. Exiger cela, c'est refuser de jouer le jeu de l'argumentation. Et ça me fait penser à une autre technique qui joue avec l'absence de preuves. C'est l'appel à l'ignorance. Personne n'a jamais prouvé que les extraterrestres existent, donc ils n'existent pas. C'est l'exemple type. On prend notre ignorance comme une preuve. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, ce n'est pas toujours un sophisme. Il y a une nuance très importante. Laquelle? Il faut se demander, est-ce qu'on s'attendrait raisonnablement à avoir des preuves si la chose était vraie? Prenons un exemple historique. Je vous écoute. Une source ancienne prétend que la Lune s'est un jour divisée en deux. C'est une affirmation extraordinaire. À cette époque, des civilisations comme les Chinois, les Perses, les Grecs, les Indiens étaient de grands observateurs du ciel. Ils notaient tout. Or, on ne trouve absolument aucune mention de cet événement cataclysmique dans leurs écrits. Donc, dans ce cas précis, le silence assourdissant de tous les astronomes de l'époque, ça devient une preuve. Ça devient un argument extrêmement fort. Ici, l'absence de preuve est une preuve de l'absence, parce qu'un tel événement aurait dû laisser des traces partout. La nuance est là. Je vois. Notre ignorance de l'existence des extraterrestres dans un univers immense n'est pas significative. L'ignorance totale d'un événement lunaire par toutes les civilisations qui observaient le ciel est, elle, très significative. C'est une distinction cruciale. Au-delà de la logique et de la preuve, il reste un levier de persuasion qui est peut-être le plus puissant de tous, nos émotions. Et ça, c'est un terrain de jeu privilégié pour les sophismes. L'appel à l'émotion est une stratégie qui vise à court-circuiter complètement notre esprit critique. Un gouvernement veut justifier une intervention militaire coûteuse. Plutôt qu'une analyse géopolitique complexe, il va diffuser en boucle des images poignantes d'enfants victimes dans la région. Et ça marche. L'indignation ou la pitié submerge la raison. On se demande plus si l'intervention est la bonne solution, si elle ne risque pas d'empirer les choses. On réagit avec le cœur. C'est humain. Mais c'est une manière d'éviter le débat de fond. Une variante très directe, c'est l'appel à la pitié. L'accusé qui, au tribunal, ne parle pas des faits, mais dit au juge « Ayez pitié, j'ai une femme ou des enfants, que vont-ils devenir si je vais en prison ?» Sa situation personnelle est peut-être tragique, mais elle ne constitue pas un argument sur sa culpabilité ou son innocence. Voilà. Il y a un autre mécanisme plus profond que les sources analysent et que je trouve à la fois fascinant et un peu troublant, c'est l'idée de vœux pieux ou de pensée magique. Oui, c'est quand notre désir qu'une chose soit vraie devient si fort qu'il remplace la réalité dans notre esprit. On prend littéralement nos désirs pour des réalités. Un exemple politique concret, des dirigeants qui affirmaient avec une certitude absolue qu'un hiver très froid en Europe allait forcer leurs adversaires à céder. Ils le voulaient tellement que... Ils le voulaient tellement que c'est devenu pour eux une prédiction inévitable. La réalité, bien sûr, a été tout autre. Parce que le monde ne se plie pas à nos souhaits, aussi intense soit-il. Et cette idée nous amène à une réflexion plus philosophique, qu'il faut aborder avec beaucoup de compassion, je crois. L'analyse suggère que certaines croyances très ancrées pourraient être vues comme une forme de vœu pieux à grande échelle. Le désir quasi universel de l'être humain pour une vie après la mort, pour une justice parfaite, où le bien serait récompensé et le mal puni.
Oui, Ces désirs, si puissants et si peu satisfaits dans notre monde, pourraient mener l'esprit à concevoir un autre monde, où enfin il serait comblé. donc le souhait deviendrait si nécessaire à notre équilibre psychologique qu'il se transformerait en conviction. Ce n'est pas un jugement, mais une tentative de comprendre la mécanique de la croyance face à la souffrance et à l'injustice. C'est exactement ça. C'est une pensée qui invite à l'introspection sur la nature de nos propres certitudes. Et c'est en cultivant cette clarté qu'on peut espérer avoir des conversations plus honnêtes. C'est d'ailleurs toute la mission de notre café philosophique. Si ces outils de pensée résonnent chez les gens qui nous écoutent, le fait de partager cette discussion est vraiment ce qui nous aide le plus à poursuivre ce travail. Terminons peut-être avec un dernier type de sophisme, celui qui est caché dans les mots eux-mêmes. Oui, le langage n'est jamais neutre. L'usage de mots à forte charge émotionnelle est une technique de cadrage. Des gens qui manifestent seront décrits comme des émeutiers par un média et des manifestants par un autre. Une guerre qui devient une opération spéciale. Exactement. Le mot athée est une description, mais le mot mécréant est une accusation. Le choix des mots oriente la perception avant même que l'argumentation ne commence. Et il y a une dernière idée très philosophique que je voudrais qu'on aborde, la réification. Le mot est un peu compliqué, mais l'idée semble fondamentale. Elle l'est. La réification, c'est le fait de traiter un concept abstrait comme si c'était une chose concrète, presque vivante. L'exemple le plus tragique, c'est quand on justifie d'immenses souffrances humaines au nom de la sauvegarde du système. Attendez, je veux être sûr de bien comprendre. Le système, qui n'est qu'une construction, un ensemble de règles faites par et pour les humains, devient plus important que les humains eux-mêmes. Précisément. Le système, l'économie, le parti, ces abstractions deviennent des sortes d'idoles pour lesquelles on peut légitimement sacrifier des vies réelles. C'est une inversion tragique où le moyen devient la fin. Le concept, qui devait servir l'humain, se met à exiger le sacrifice de l'humain. C'est peut-être le sophisme le plus dangereux, car il permet de justifier l'injustifiable. En faisant le tour de tous ces stratagèmes, le but n'est pas de devenir cynique et de voir des manipulations partout, j'imagine. C'est plutôt d'être plus lucide. C'est le mot juste. C'est apprendre à écouter non seulement ce qui est dit, mais comment c'est dit. C'est développer le réflexe de toujours chercher l'argument, la preuve, le raisonnement derrière les belles paroles, les émotions fortes ou la pression sociale. Toutes ces techniques, au fond, ont un point commun. Elles sont une affirmation sans argument. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Dans notre monde saturé d'informations, de slogans publicitaires, de punchlines politiques, d'appels émotionnels constants sur les réseaux sociaux, est-ce que l'absence d'arguments est une simple erreur occasionnelle ou est-elle en train de devenir la forme dominante de communication? C'est une question qui mérite d'être méditée. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Merci de votre écoute et à bientôt.